Je souhaite discuter de l'océan en commun. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de distinguer deux éléments, à la fois l'océan commun au singulier et l'océan en commun. Ce qui me semble intéressant quand on prend en compte l'océan commun, c'est de voir l'ensemble des perspectives. Il y a une perspective géographique, on a tous appris à l'école qu'il y avait 5 océans, on les voyait sur une carte. Mais en fait, cette dimension de 5 océans, ce sont des conventions internationales. Les cartographes grecs, au début, parlaient d'un seul océan, Océanos. Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, on a montré ces 3 océans, les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Et c'est seulement vers 1928 qu'on a compris qu'on a voulu 5 océans en ajoutant Arctique et Antarctique. Donc cette première dimension géographique, elle est importante pour voir qu'aujourd'hui, effectivement, on s'engage plutôt vers un océan au singulier. Il y a aussi une dimension physique que mes collègues pourront mieux discuter que moi, mais avec ces courants, cette circulation thermohaline, où on voit ce courant qui traverse l'ensemble des océans et dans les 3 dimensions, mais on le voit circuler sur l'ensemble de la planète. Il y a une autre dimension aussi qui est importante aujourd'hui, c'est cette dimension des menaces sur la biodiversité. Il y a 5 menaces, une menace qui concerne la surexploitation. Et là, on sait que dans les années 60, on consommait environ 9 kilos de poissons. Aujourd'hui, on en est à 20 kilos. Donc on voit cette augmentation assez importante. Le changement climatique aussi, qui est une menace pour la biodiversité, une menace qui affecte l'ensemble de la planète. On voit bien que ce changement climatique apporte une surchauffe des océans et l'année 2023 serait l'année la plus chaude pour les océans qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent. Et cette question de l'acidification de l'océan, de la montée des eaux, etc. Après, dans les 5 menaces, vous avez aussi la question des pollutions. Et on a bien vu dans le tsunami en 2011 au Japon qu'on retrouvait des débris sur l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, on sait aussi que ces pollutions chimiques, elles affectent par exemple les grands poissons prédateurs avec des métaux lourds. Et puis enfin, la dernière menace, elle concerne cette menace sur les espèces invasives. Et on a entendu parler du poisson-lion, du crabe bleu qui a investi nos espaces maritimes. Donc là, c'est pour montrer qu'un océan commun, un seul océan, ça a du sens aujourd'hui. Après, si on prend l'autre perspective qui est de discuter de cet océan en commun, il y a juste le en plus, mais c'est très important parce que l'océan en commun, ça renvoie à d'autres représentations. On a souvent pensé dans nos sociétés occidentales que cet océan était un espace de liberté, un espace inépuisable. En fait, aujourd'hui, c'est un espace qu'on pourrait qualifier du trop-plein, avec ce transport maritime qui est extrêmement important. Pratiquement 80% des marchandises circulent sur l'eau. 99% des câbles sous-marins, ce sont des câbles sous-marins et permettent les échanges Internet. Tous ces espaces de loisirs, ces croisières dont on parle beaucoup. Donc cet espace du trop-plein, il nous oblige aujourd'hui à réfléchir sur un certain nombre de règles, sur un droit qui permettrait de protéger l'océan et en protégeant l'océan, protéger aussi les individus qui y habitent, les vivants, humains ou non humains. C'est un principe de responsabilité commune, un principe de responsabilité éthique et juridique qui nous oblige à réfléchir autrement nos rapports à l'océan. Penser l'océan en commun nécessite de penser à différentes échelles. On peut penser à l'échelle locale. Ça se rapproche des notions de commun, gestion des communs d'Elinor Ostrom qui l'a bien défini. Cet ensemble de règles définies par un groupe, par une population qui permet d'avoir accès à une ressource.
par exemple la ressource maritime, la ressource de pêche, donc où un certain nombre de personnes définissent des règles d'accès, des règles de partage de cette ressource, mais aussi ce qui est intéressant, c'est des procédures qui permettent de régler des conflits ou pouvoir s'adapter. Donc on a des exemples de ces gestions locales, on les connaît maintenant assez bien. Pour citer des exemples, on peut citer par exemple le Raoui en Polynésie française, qui est une forme de gestion avec des jachères où à certains moments on peut prendre la ressource, à d'autres moments non. Ou on peut citer aussi l'exemple des prud'hommies en Méditerranée qui permet aux pêcheurs en fait, de gérer leur stock de poissons. Donc ça, c'est à l'échelle locale. Ça se complique quand on monte dans les échelles. Il y a les échelles régionales ou par exemple, pour ce qui nous concerne, ce qu'on connaît, les échelles européennes, où là, chaque année, on définit des stocks de poissons qui peuvent être capturés et donc les quotas sont après définis, identifiés pour chacun des pays d'Europe. Pour l'échelle internationale, c'est là où il y a beaucoup à construire en fait sur ces règles, sur ces procédures que l'on peut mettre en place, parce que parler d'océan en commun, c'est vraiment réfléchir, y compris pour des eaux qui sont sous juridiction des États. Et donc là, on doit construire un certain nombre de règles et qui sont des règles qui vont dépasser uniquement des aspects très sectoriels comme la pêche ou le transport. La gouvernance de l'océan, elle existe depuis plus de 40 ans. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une gouvernance qui est sectorielle, dans de multiples cénacles, qui ne se rencontrent pas forcément les uns les autres. Et donc aujourd'hui, il faut construire une gouvernance globale de l'océan, un océan en commun, et qui s'appuie sur un certain nombre de principes. Un principe, c'est l'intégration, évidemment, pour aller au-delà de ces politiques sectorielles sur le transport, sur la pêche, sur les pollutions, etc. Si on parle de responsabilité, il faut intégrer la justice environnementale. On sait aujourd'hui qu'il y a de profondes inégalités et que 10% des plus riches émettent 50% des gaz à effet de serre. Ces inégalités, elles sont importantes parce que vous avez des populations qui impactent cet océan et d'autres qui sont vulnérables et qui en subissent majoritairement les conséquences. On voit aujourd'hui comment ce que l'on nomme les petits États insulaires ou de la manière dont ils se nomment les grands États océaniques, aujourd'hui saisissent la Cour internationale de justice pour demander réparation et que la justice se mêle de ces questions d'inégalité. Donc ça, c'est un point très important parce qu'il y a inégalité entre les États, mais il y a aussi des populations qui sont plus ou moins vulnérables. Et on peut penser, par exemple, aux femmes qui collectent des ressources maritimes dans les mangroves ou sur les bords des côtes et qui peuvent être également extrêmement impactées. Il est également important de considérer d'autres formes de savoir que l'on peut appeler savoirs locaux, savoirs autochtones, à côté des connaissances scientifiques. La difficulté est d'articuler les uns avec les autres. Il faut aussi considérer que ces savoirs locaux sont intégrés dans différentes visions du monde, comme par exemple une vision atlantique ou une vision pacifique. Ces questions-là, elles peuvent aussi se résumer par ces principes d'inclusivité et d'équité qui sont des principes que l'on doit entendre aux différentes échelles et que l'on doit mettre en œuvre. Et ça peut être compliqué, donc il faut réfléchir à leur construction, que l'on doit mettre en œuvre au niveau local, donc inclure l'ensemble des parties prenantes, y compris parler de questions de genre ou parler de questions de génération en incluant les plus jeunes. Et enfin, il faut aussi construire des réponses qui peuvent être adaptées et évolutives. Et donc, dans cette gouvernance globale de l'océan, penser ce principe de réponse adaptée et évolutive. Aller vers un océan en commun et prendre en compte les principes qui ont été énoncés nécessite de construire des outils juridiques à l'échelle internationale. C'est une question difficile, complexe, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est important de prendre en compte les diversités, et notamment les diversités culturelles, pour permettre cette inclusivité de l'ensemble des parties prenantes et des États. Par ailleurs, on peut penser
un bien commun de l'humanité à préserver, parce que l'océan est vital, véritablement vital, pour l'ensemble des vivants, qu'ils soient humains ou non humains.